merci à tous de nous avoir rejoints sur ce standard. Vous étiez 91 inscrits et inscrites. Donc, on voit une fois de plus qu'il y a beaucoup d'intérêt. En général, on est autour d'une centaine, une petite centaine d'inscrits sur tous ces webinaires autour de la standardisation qu'on anime à la FABMOB en partenariat avec la DGITM, le ministère des Transports. Alors aujourd'hui, on va parler des actualités et perspectives de la standardisation de données de transport multimodaux en France. Alors très rapidement, donc moi je vais vous situer d'abord un peu là où, pour bien comprendre de quoi on parle et notamment faire le lien avec le webinaire précédent. Vous allez reconnaître d'ailleurs certains de nos intervenants aujourd'hui que nous avons fait le 5 septembre dernier, je vais y revenir. Ensuite, on va avoir une présentation de quatre experts de la normalisation, quatre représentants de la normalisation française que vous devez connaître. Donc, l'idée, c'est de voir leurs têtes, de mettre des têtes sur des noms que vous avez peut-être déjà vu passer, comprendre aussi leur rôle. Et puis, enfin, on va rentrer vraiment dans le vif du sujet, du contenu des normes qui sont en train d'être produites, donc à la fois ce qui est en cours et ce qui vient. C'est un sujet passionnant, même au-delà de l'aspect vraiment basique, je dirais, de la normalisation, c'est-à-dire quelles normes sont en cours. En fait, ce qui est normalisé pointe vers des enjeux clés autour du domaine des données de transport multimodaux. Alors, donc, un petit point rapide pour ceux qui ne nous connaissent pas, la Fabrique des Mobilités, c'est une association, loi 1901, qui est reconnue d'intérêt général depuis l'an dernier au titre de nos actions en faveur de la mobilité durable et de l'innovation ouverte, c'est-à-dire que nous publions l'ensemble de nos documentations en accès libre. Donc, nous faisons des expérimentations de mobilité durable, nous animons des communautés comme celle-ci autour de la standardisation et puis nous faisons diverses études. Alors, un petit slide, je ne vais pas rentrer forcément dans le détail parce que vous aurez la présentation ainsi que le replay de ce webinaire dans un mail juste après, dans la semaine, enfin, juste après le webinaire. Mais juste pour vous situer, donc on est actif, nous, dans le domaine de la standardisation depuis environ 2021. Donc, il y a beaucoup de contenus qui ont été produits. Donc, je vous invite à vous rendre sur notre chaîne YouTube où vous avez beaucoup de replays disponibles de webinaires qui ont été faits sur différents sujets, en général focalisés métier. On a aussi pas mal de documentation. On a fait notamment des baromètres autour de l'état en fait de la standardisation, adoption, etc., des standards de la mobilité, dont le dernier est assez récent, il date de l'année dernière. Et puis je vous invite à consulter aussi là en bas du slide une page en particulier, une page de notre wiki où on a essayé de récapituler ce qu'on a présenté lors du dernier webinaire, c'est-à-dire comment s'organise la normalisation, donc vraiment le côté norme institutionnelle aux divers niveaux français, européens, internationaux. Donc, je reviens justement sur ce webinaire. Donc là, on travaille vraiment sur deux sessions de travail parce que en une seule, on n'aurait pas pu bien comprendre tous les enjeux autour de la normalisation. Alors, je dis normalisation parce qu'on est vraiment sur les standards institutionnels. Il existe des standards de facto, qui sont des standards plus industriels. Mais là, on est vraiment sur les normes, on va dire, officielles qui sont produites. Donc, le 5 septembre dernier, vous avez tout le replay sur YouTube, ainsi qu'une page wiki qui récapitule l'ensemble des questions, l'ensemble des choses qui ont été évoquées. Donc, tout est en accès libre. La dernière fois, on a exploré justement comment s'organise le processus de normalisation. Donc, quelles sont les différentes instances. Et là, on s'est dit, en fait, il faudra, une fois qu'on a bien compris de quoi on parle, en fait, il faudra s'intéresser au contenu de ces normes. Donc, comme je l'ai dit, à la fois activité et perspective à suivre. Donc, pour bien vous situer, pour ceux qui n'ont pas vu le webinaire de la dernière fois, ici, donc nous, on a fait un schéma récapitulatif à la FABMOB pour essayer de clarifier comment tout ça fonctionne. Donc, je vous inviterai à aller consulter la page qui vous sera envoyée juste après ce webinaire. Donc ici, pour bien comprendre, on est au niveau français. Donc, dans la normalisation, comme on le voit sur ce slide, donc le petit bloc rouge, c'est le niveau ISO, le niveau international. Le petit bloc bleu, c'est le niveau européen. Et puis le petit bloc vert en bas, c'est le niveau français. Donc, tout cela a des correspondances entre eux. Mais aujourd'hui, ici, on est vraiment au niveau français. Au sein du BENTRA, donc ce bureau de normalisation transport au niveau français, qui est hébergé par le CEREMA,
tout ça, on l'a expliqué hein, la dernière fois, mais juste pour vous resituer. Et au sein de ce BENTRA, il y a différentes commissions de normalisation, dont une qui concerne les transports publics. C'est ici que nous nous situons. Et au sein de cette commission se trouvent différents GT. Donc là, ici, il y en a que trois qui apparaissent à l'écran parce que pour l'instant, on n'a pas noté les cinq, mais il y en a au total cinq groupes de travail. Et c'est ceux-ci qu'on va présenter aujourd'hui. Donc c'est vraiment, là, on rentre dans le contenu, vraiment voilà, le cambouis hein, de la normalisation. On va regarder vraiment ceux qui se normalisent aujourd'hui. Alors, je ne reste pas plus longtemps sur cette introduction. Je vais d'abord inviter nos quatre experts normalisation qui ne sont pas des pilotes de GT. Vous allez voir pourquoi on les a invités à intervenir aujourd'hui. Alors, je vais commencer, s'il est déjà arrivé parmi nous, avec toi, Emmanuel, donc Emmanuel de Verdallet, qui est un élément clé de la normalisation. Tu vas nous expliquer pourquoi. Je précise juste, avant que du coup Emmanuel nous a présenté lors du dernier webinaire euh, toutes les articulations entre ces trois niveaux dont je vous ai parlé, français, européen, international. Donc, je vous invite à aller consulter sa présentation. Est-ce que je peux t'inviter à te présenter, Emmanuel? Merci Marguerite, bonjour à toutes et à tous. Donc en effet, je suis le pilote du groupe de standardisation européen qui couvre tout le domaine des ITS transport public. Donc ça se situe au niveau CEN, Comité européen de normalisation, comme ça a été rappelé précédemment. Et donc ce groupe, en fait, couvre un ensemble de normes. Alors principalement les normes relatives à ce qu'on appelle l'écosystème transmodèle, donc à savoir les formats d'échange NetEx pour les données planifiées, Siri pour les données temps réel et Opera pour tout ce qui est données historisées, qui sont les trois formats d'échange de référence qui sont aujourd'hui utilisés dans le règlement délégué européen MMTIS. À savoir que ce groupe européen couvre également les normes d'interface de calculateur d'itinéraire, OJP, Open Journey Planner, et également les normes d'interopérabilité billettique, donc tout ce qui va couvrir les sujets de sans contact et autres sujets billettiques, account-based ticketing, bientôt les barcodes également. Donc ça fait partie aussi du périmètre de ce groupe de travail. Et également tous les sujets des interfaces de systèmes embarqués. Donc là aussi, il y a des normes qui existent pour interfacer un SAE avec une billettique, une information voyageur ou des systèmes de comptage en embarqué dans les véhicules. Donc cela fait aussi partie du périmètre couvert par ce groupe de standardisation. Voilà, merci. Et pour rappel, donc, pourquoi est-ce que Emmanuel est intéressant à connaître pour vous l'audience? Parce que c'est vraiment lui qui va faire le lien entre ce niveau français et ce niveau européen. Donc, ça peut être important, intéressant pour vous de le contacter, de pouvoir lui parler. Vous aurez hein, les adresses de contact, encore une fois, dans le suivi de ce webinaire, pour bien comprendre les interactions et pour poser des questions éventuellement sur ces sujets-là. Je vais inviter Benoît Chauvin, qui est également clé dans ce processus, puisque c'est le président de la CN03, donc cette commission de normalisation autour du transport public. Est-ce que Benoît est parmi nous? Benoît est en arrêt maladie, donc c'est possible qu'il n'ait pas pu se Non. joindre. Benoît est Ah, connecté, mais ok, on ne tu es là. t'entendait pas. Super. Voilà, tu m'entends? Voilà. Là, c'est mieux. Je vois que c'est bon, là, le micro bouge, donc c'est bon. Non, non, ça y est, j'ai repris. Il y a un moment donné, il faut reprendre aussi. Donc, et tout va bien pour l'ensemble des gens qui me connaissent et qui ont appris ce qui m'est arrivé. Tout tourne, tout est rentré dans l'ordre, hein, le boulot reprend. Donc, en tant que directeur de l'innovation et de la transition au niveau du GART, le GART, c'est l'association des élus en charge des réseaux de transport et on est au cœur je dirais, du réacteur sur les politiques publiques et la mise en œuvre dans les territoires. Donc l'objet que le GART préside la normalisation, donc je la préside à plusieurs niveaux, celui de la CN 03, je préside aussi le groupe de coordination des ITS du BNTRA et je vice-préside le comité stratégique de la mobilité de l'AFNOR. Donc, ça permet d'injecter dans l'écosystème toutes les visions politiques
pour définir la normalisation qui permettra de voir émerger demain les actions. Par exemple, si on reprend les réflexions que maintenant tout le monde connaît, tout le monde utilise son smartphone pour rentrer dans un bus ou dans un tram ou ce que l'on veut. Euh, la première des volontés politiques qui a été mise en œuvre au niveau du conseil d'administration, ensuite on a fait évoluer les textes de loi pour que ça vienne dans ce sens-là, ça a été de dire je veux valider avec mon téléphone. Voilà. Donc à partir de cette expression-là, cette volonté de vouloir mettre cette fonction-là à disposition de leurs citoyens et donc de leurs voyageurs dans leur territoire, on a travaillé sur comment réaliser ce que l'on faisait avec une carte de transport public vers un smartphone et de rendre de plus en plus le smartphone communiquant avec l'utilisateur, puisque l'objet est vraiment de faciliter le parcours client de l'usager des transports publics. Donc on a une traduction et on est là en tant que tel, en tant que porteur des politiques publiques, de traduire ces actions auprès des experts qui sont membres de la CN03. Je rappelle qu'avec ces 6 groupes de travail, ils en ont 5, puisqu'il y a Pierre qui est présent et qui va intervenir tout à l'heure, qui fait le 6e larron dans notre écosystème. Ça nous permet de pouvoir mettre en œuvre tous ces travaux-là sur comment dire, pour rendre les champs des possibles. Si je peux me permettre cette expression-là, de pouvoir faire que les champs des possibles se fassent et donc que tous ces experts, les 103, pour l'instant on doit être à 103 ou 104 aux dernières évaluations. Donc on fait partie de l'une des plus grosses commissions de normalisation rattaché à l'AFNOR, hein. Je vous rappelle, hein, le BNTERA, c'est un bureau filière qui a une délégation de l'AFNOR pour faire les travaux de normalisation. Donc, on est là pour injecter et on fait ça en partenariat avec, puisque nous, on représente les AOM. On a avec nous les exploitants, les représentants du TPF, et ça, je laisserai Joël intervenir tout à l'heure, et qui lui est plus sur la partie opérationnelle de l'action et exploitation. Et il amène cette vision lui aussi au sein de la CN03 pour orienter les travaux. Et on n'est pas dans les travaux de normalisation comme d'habitude, où on est en réaction d'un standard que l'on transforme pour en faire une norme. C'est plutôt l'inverse. On essaye de définir les normes de demain qui permettront de faire émerger les produits innovants qui permettront de simplifier le parcours client et simplifier l'usage. Au RNTP, vous verrez, il y a une table ronde sur comment rentrer dans les transports publics en un clic. C'est vraiment cette volonté, cette recherche, et donc les travaux de normalisation sont là pour ça. Et on le fait à notre échelle nationale, et qu'on essaye de exporter avec les travaux d'Emmanuel, de Jean-Philippe et des autres participants au niveau européen, au niveau ISO. Voilà, merci beaucoup, Benoît. Je vais inviter directement Joël à se présenter du coup, dans la continuité. Oui, bonjour à tous. Désolé, je suis arrivé un petit peu en retard à ce webinaire. Vous m'entendez bien? Oui. Oui, oui, très bien. Alors, donc moi, Joël Epp, je suis vice-président donc de la CN03 et je représente en fait les transporteurs via l'UTP dans le cadre de ce groupe. Donc une cohésion totale donc entre Benoît, représentant des autorités organisatrices, et moi, représentant de l'UTP. Alors, pour refaire un petit historique, donc moi, je suis en charge en fait de la matérialisation des types de transport à la SNCF depuis les années 90, alors qu'on pousse sur d'autres domaines également. Un des objectifs vraiment, c'est de favoriser en fait l'interopérabilité des systèmes pour faciliter la vie des voyageurs. D'où la présence de l'UTP au sein de la commission de normalisation. En historique, moi, je participais déjà au GT4 dans les années 90, puis président du GT4 pour arriver à ces fonctions au sein de la CN03. J'ai également un rôle au sein
de Calypso Network Association, donc en tant que vice-président, et le standard des cartes sans contact, qui est bien un standard. Donc l'objectif est bien de relier les standards à la normalisation de manière à avoir les systèmes les plus efficients possibles. Ce que je peux faire au sein de la CN03, c'est avec Benoît, on priorise en fait les sujets des différents groupes de travail en fonction de l'actualité. On positionne évidemment les experts au niveau national et international pour pouvoir aider à défendre la normalisation dans le sens de ce que la France a envie de pousser. On lance également des nouveaux groupes de travail quand des sujets arrivent. Notamment, on a vu récemment une émergence de normes à l'international sur l'open payment. Et là, Benoît a été très réactif sur le sujet en positionnant un groupe sur l'open payment de manière à ce que l'on puisse pousser à l'international nos sujets. Voilà un petit peu donc un travail de collaboration avec le GARD assez poussé au sein de cette commission. Merci beaucoup, c'est très clair. Une petite question pour vous, donc Benoît et Joël. Est-ce que c'est vous que je peux contacter, que je dois contacter si je veux intégrer un GT, que je sois une collectivité par exemple, ou un bureau d'études ou autre? Est-ce que je peux vous écrire si j'ai des questions? Parce que c'est des questions qui nous ont été adressées, c'est-à-dire qui contacter si je veux intégrer ces processus? C'est assez simple. Oui. Il suffit de nous contacter, mais aussi sur le site de l'AFNOR, il y aura le contact et de toute façon, on fera le relais auprès du BNTRA qui prendra en compte les inscriptions et qui gère les inscriptions et qui gère aussi les droits d'accès à la normalisation, puisque si vous êtes une AOM, c'est gratuit. Si vous êtes une petite structure, c'est gratuit aussi. Il y a un certain nombre de droits qui doivent être payés par les acteurs en fonction de leur classification. Très bien. On remettra les bons liens dans le suivi de ce webinaire. Je vais inviter Jean-Philippe Amiel maintenant à se présenter, donc le référent billettique à différents niveaux de ce processus de normalisation. Jean-Philippe, si tu veux te présenter. Merci Marguerite, bonjour à tous, bonjour à tous. Donc Jean-Philippe Amiel, j'interviens effectivement au niveau européen, puisque comme l'a précisé Marguerite, la normalisation, c'est une fusée à plusieurs étages. Il y a ce qui se passe au niveau national et je dirais supervisé par le BNTRA et en CN03. Il y a un niveau européen avec tout ce qui se passe au niveau CEN, TC298, WG3. Hein, désolé pour les petits noms, hein, c'est des numéros, donc c'est la partie transport public européenne. Et enfin, l'ISO TC204, WG8, qui est l'équivalent international. Comme on l'a dit précédemment, donc j'interviens au niveau européen donc, en support des manuels et des experts français, des industriels français, parce que c'est des industriels français qui sont présents à ces échelles-là, parce que pas mal d'industriels français, notamment dans le domaine de la biétique, ont une empreinte internationale et pas simplement, n'interviennent pas simplement sur les projets en France. Donc, pour faire le lien entre ce qui se passe à ces échelles internationales et les travaux qui sont menés également dans le périmètre français, on l'a vu, Benoît l'a évoqué, je pense que tout à l'heure Pierre en parlera aussi et Joël en a parlé aussi. On a des sujets qui aujourd'hui sont des sujets pour lesquels les normes répondent à des exigences qui sont les mêmes d'un pays à l'autre. Quand on parle de payer dans les transports avec sa carte sans contact, de paiement sans contact, c'est des sujets qui concernent aussi bien les acteurs français qu'étrangers. Idem avec tout ce qui est sujet du code barre, comment dématérialiser un ticket sur smartphone et le rendre disponible, que ce soit en code barre ou dans une dimension sans contact. On est en discussion avec des acteurs qui sont des fabricants de téléphones, des opérateurs mobiles,
Donc, il y a énormément de choses qui ont besoin d'être coordonnées, d'être anticipées, pour être ensuite traitées au sein de la CN03 pour construire des positions françaises et défendre et mettre, je dirais, en avant notre savoir-faire de nos industriels, la volonté des opérateurs et également le respect des intérêts des AOM, des autorités face à ce qui pourrait être je dirais, des lobbies industriels qui pourraient, je dirais, défendre des intérêts industriels plutôt que défendre des intérêts des usagers. Donc c'est un petit peu tout ça qu'il faut traiter, faire le lien et trouver une façon d'avancer sur ces différents sujets. Vous n'êtes pas sans savoir qu'au niveau européen, la Commission européenne a une volonté aussi de simplifier le panorama des normes, notamment en réfléchissant sur une norme pour tout ce qui est dématérialisation des titres au format code barre D. C'est des travaux qui vont démarrer. Je sais pas si Emmanuel a prévu d'en reparler. Et également avec le souhait de mettre en place une plateforme unique d'accès à la distribution des titres. Hein, ce qu'on entend, je dirais, de façon récurrente d'acteurs de la distribution, c'est-à-dire que c'est assez complexe. Quand je veux distribuer des titres, bah, j'ai autant de systèmes de distribution locale ou même nationale à- à- avec lesquels m'interfacer, ce qui rend les choses complexes, coûteuses et peut être un frein au déploiement et à l'accès à de types de transport public, ce qui n'est pas forcément ce que l'on souhaite. Voilà pour les sujets que je suis. Merci beaucoup. C'est pour ça hein, qu'on voulait vous mettre en exergue tous et notamment toi, Jean-Philippe, parce qu'on voit bien via ton rôle quelles sont les articulations entre le niveau français, européen et international et à quel point la normalisation, sous ces airs très techniques, parfois un peu rébarbatifs, en fait reflète des enjeux stratégiques et politiques essentiels et également des enjeux industriels assez concrets finalement. Alors, merci à tous. Donc, on a vu là deux binômes un petit peu se dégager, Benoît Joël, Emmanuel Jean-Philippe, hein, à ces deux niveaux, on pourrait dire, ou trois niveaux géographiques différents. Maintenant, on va rentrer voilà, dans le concret du contenu des normes avec nos pilotes de GT. Alors, je reviens sur ce que disait Benoît. En effet, au total, il y a 6 GT, mais de notre compréhension, le GT 8 intitulé Multiservice, était en ce moment avait une activité moindre, parce qu'il faut comprendre qu'en fait les GT ont une vie, en général ils sont existants depuis très longtemps, plusieurs dizaines d'années, hein, c'est ce que vous disiez sur le GT4 notamment, mais parfois les intérêts à normaliser sont moindres, donc l'activité peut varier. Parfois au Ah, contraire c'est très très bah, actif comme le GT7. voilà. Pas Alors exactement pour le corrigez-moi. GT8. Voilà, pour le GT8, c'est que le GT8 avait une velléité européenne dans ses actions multiservices au niveau de la norme française que l'on avait et donc de l'exporter au niveau européen. C'était pas notre activité au sein de la CN03 pour ce sujet-là, donc nous avons rétrocédé avec l'accord du président de ce groupe de travail auprès de l'AFNOR. Malheureusement, au niveau de l'AFNOR, l'AFNOR n'a pas réussi à faire tourner ce GT puisqu'une partie des acteurs nécessaires à faire fonctionner, des membres nécessaires à faire fonctionner ce GT sont dans la CN03. Donc nous sommes pour parler avec l'équipe du GT8 de réintégrer au sein de la CN03 et le mouvement est en marche pour intégrer le GT8 dans la CN03 et nous serons bien 6. Et donc nous avons commencé quand même à travailler avec le GT8 puisqu'il y a la révision de la norme française NF80, P99 508 et qui doit se mettre en marche. Donc même si officiellement il n'est pas encore réintégré au sein de la CN03 et donc au sein du BNTRA, malgré tout il faut qu'on avance parce qu'on peut pas laisser cette norme tomber en désuétude alors qu'elle est utilisée, usée et qu'elle a besoin d'être révisée. Voilà. Donc Excellent, on est merci toujours beaucoup en pour ces anticipation, clarifications. toujours dans le Mm. mouvement. On est vraiment une commission, c'est pour ça elle est forte, hein. On fait partie des trois plus grosses commissions de normalisation qu'a l'AFNOR au niveau français. En général, Merci une beaucoup. commission de normalisation, c'est 20 à 30 personnes, grand maximum. Merci pour cette clarification. Voilà, c'est pour ça qu'aujourd'hui, on n'entendra pas le GT8, mais ça fera peut-être l'objet d'un prochain webinaire.
Alors, on va commencer tout de suite avec les GT. Donc, je vais commencer dans l'ordre des numéros, hein, avec le GT4, vie éthique dans les transports publics. Eric, je t'invite à prendre la parole. Oui, bonjour. Donc en fait, c'est en trois temps, donc cette présentation. D'abord présenter un peu le GT, ce qu'il fait, etc., son actualité, en dernière partie les perspectives. Donc le GT4, son objet, c'est vraiment traiter tout ce qui touche au support de la billettique, c'est-à-dire ce que le voyageur a dans ses mains pour circuler. Ça se décompose en trois grandes familles de supports. Alors, les cartes diétiques, et quand je dis cartes, ça comprend tout ce qui est équivalent aux cartes, donc il y a des facteurs de forme différents. Donc, on a la carte, bien sûr, qu'on connaît, comme Navigo, Corrigo, Passe-Passe, etc., etc. Mais la même chose peut exister sur un mobile, sous forme même de facteurs de forme divers qui ont été testés, des clés USB, des porte-clés, etc., etc. Et c'est valable pour toutes les gammes de cartes, hein, ce qui est traité. Donc, Basic, Light, Prime, c'est des cartes entrée de gamme, milieu de gamme, haut de gamme de Calypso. HCE, c'est l'émulation de cartes sur un téléphone mobile. Opting, c'est une application d'interopérabilité entre réseaux. Donc, tout ça, c'est couvert par cet aspect carte. Donc, ça, c'est un premier type de carte que gère le GT. Le deuxième sujet, c'est les billets sans contact. Ça, c'est des simples petits supports mémoire, peu sécurisés, de faible capacité, souvent encartés dans du carton, cette fois plutôt que le plastique pour réduire les coûts, qui sert souvent de billet à usage unique ou simplement quelques tickets type carnet qu'on jette ensuite, qui est également géré par ce GT. Et enfin, tout ce qui est les codes barres transport. Donc, dans leurs deux grandes variantes, la variante statique, qui est ce qu'on peut imprimer sur un papier, affiché dans un PDF, et la variante dynamique, qu'on a uniquement sur mobile et qui est un code barre qui se modifie en permanence pour éviter les copies d'écran et donc la fraude liée au fait de copier le code barre. Voilà l'objet de ce GT, ces supports billettiques. Donc ces objets sont traités dans trois normes. La principale, c'est la norme Intercode, qui est l'abréviation de codage interopérable. Elle date de la fin du millénaire dernier, donc dans les fins des années 90. Et elle se décompose dans deux gros ensembles. Les parties 1 et 2, ça décrit les données qu'on va mettre dans les supports. Donc, comment on décrit un contrat, comment on décrit une validation, comment on décrit des éléments même plus simples, une date et une heure d'entrée dans le réseau, un transporteur concerné, etc., etc. Et ensuite, toutes les parties suivantes, 3, 4, 5, 6, ça décline comment ces données transport, donc ces contrats essentiellement, leur validation et autres, on les met dans les divers supports. Et c'est classé avec un livret de la norme par type de support. Donc les conteneurs cartes classiques, les compteurs cartes un peu plus récents, évolués, et le code barre. On détaillera éventuellement un peu après. La deuxième norme, c'est la norme Intertic. Celle-là, elle traite des billets sans contact. Donc, elle est vraiment particulière parce que autant la norme Intercode sur les supports cartes, on a un standard en dessous qui est Calypso sur lequel on s'appuie. On en parlera un petit peu après. Et donc, il fait que quel que soit le fabricant de la carte, ça respecte le même standard et donc on a une interopérabilité complète du support. Autant les billets sans contact, chaque fabricant a inventé le sien avec des commandes différentes, des façons de le gérer différemment. Et donc, la norme Intertic, cette fois, elle est décomposée en deux morceaux. Une partie NF, qui veut dire norme française, qui décrit les principes généraux de, voilà, pareil, comment décrire un contrat. Et ensuite, il y a un fascicule de documentation, c'est le petit FD qui est écrit en dessous, là, à l'écran, qui décrit biais sans contact par biais sans contact du marché pour chacun de ceux qui sont mis à disposition par des fabricants, comment ces données, on les met dans le biais sans contact du fabricant X, du fabricant Y, etc. Et enfin, il y a une dernière norme qui est une espèce de norme où on met toutes les valeurs utiles aux autres normes. Donc, c'est plus une boîte à outils dans laquelle on met tous les numéros des autorités organisatrices, comment on identifie un conteneur dans une carte, comment on se répartit les valeurs de clés de sécurité, etc. Donc, c'est plus une norme boîte à outils qui sert aux autres normes qui sont au-dessus. Et à côté de cette tâche normative qui est l'essentiel du travail du groupe du GT, il y a évidemment de la veille pour voir toute évolution qui pourrait impacter la billettique et qui impliquerait de mettre à jour les normes pour anticiper autant que possible les nouveautés technologiques. On fait également quelquefois des notes qui sont pas vraiment des normes parce que ça n'a pas vocation à être standardisé, mais qui sont des bonnes pratiques ou des conseils ou des recommandations sur comment mettre en œuvre les normes ou comment gérer tel aspect particulier, etc., etc. Et évidemment, quand on a des questions venant des utilisateurs de la norme, il nous arrive des fois de les inviter en GT, soit pour écouter leurs besoins, soit pour clarifier comment utiliser tout ça. Voilà pour la présentation du GT. On peut passer à la diapositive suivante. Alors, l'actualité, donc vraiment sur quoi on travaille en ce moment. On vient de boucler une révision de Intertic, justement. Alors, pourquoi Sur un peu comment on peut être amené à réagir sur une norme en fonction de l'actualité.
En mai 2024, on a appris qu'une entreprise avait trouvé une faille sécuritaire sur un composant d'un des biais sans contact qui sont utilisés par la norme, qui est le ST25 de ST Electronics. On a été informé un peu un mois avant un symposium sur la sécurité où cette faille allait être révélée au grand public avec toutes les infos utiles pour l'exploiter. Et donc, évidemment, l'idée, c'était d'adapter la norme pour contrer ce que la faille rendait possible. Et ce qui était rendu possible, c'était qu'un titre, une fois qu'on l'avait acheté légalement, on pouvait le réinscrire et le réutiliser à l'infini. Donc, après échange avec les AO concernés qui avaient ces billets sur leur territoire, en relation avec le fabricant aussi du composant, le GT4 a révisé la norme pour qu'on puisse, avec la norme révisée, contrer la menace. Le texte est maintenant fini et on est en la phase d'enquête publique de cette norme pour publier une révision. Deuxième sujet, on a publié, c'est beaucoup plus récent que tout ce qui est sur les cartes, en septembre 2020, une toute première version de norme intercode sur les biais les codes barres. Comment utiliser un code barre pour faire du transport, parce que c'est vers 2020 qu'on ça a commencé à se déployer dans pas mal de réseaux de façon interopérable. Avant, il y a déjà des codes barres transport, mais utilisés dans un réseau seul, donc sans besoin de fonctionner entre plusieurs opérateurs. Donc une première version a été publiée en 2020, elle était expérimentale. On s'est basé sur une norme, un standard européen qui est un standard de l'UIC qui était très bien conçu et qu'on a décliné pour notre besoin français à travers cette norme en 2020. On a mis ça en expérimentation. Dès le début, on a commencé à retravailler pour ce qui deviendrait la norme homologuée finale. Et là, on est en train de boucler, on espère pour fin 2025, une révision de cette norme expérimentale qui va devenir homologuée, qui décrira vraiment comment, de façon cette fois plus complète encore que cette première version expérimentale, faire du code barre transport interopérable, tout en étant compatible avec le standard international sur lequel on s'appuie. Voilà. Donc ça, fin de travaux normalement dans quelques mois. Troisième sujet qui vient de se boucler, c'est-à-dire qu'on vient d'avoir une publication par l'AFNOR aussi d'une norme qu'on vient de réviser, qui était sur un compteur qu'on met dans une carte. Actuellement, la plupart des cartes se basent sur encore des émulations de ce qui se faisait dès les débuts de la billettique en fin des années 90. Néanmoins, les besoins grandissent. À un moment donné, on aura besoin de supports plus grands avec plus de capacité, plus de possibilités de mettre des informations transport dans les cartes. Et donc, cette partie 5 d'Intercode décrit déjà ces supports-là. Et il y a eu une demande de sécuriser encore plus ces supports-là en rajoutant des signatures à toutes les données, donc que les contrats qui soient dedans soient signés, que les validations soient signées. On a fait la révision, on l'a bouclée et elle est en cours de publication par l'AFNOR. Et on vient d'avoir une révision de la norme de codification, donc la boîte à outils dont je vous parlais avant, parce que cette boîte à outils, forcément, au fur et à mesure, il y a des nouvelles valeurs qu'il faut rajouter, il y a des nouveaux compléments qu'il faut rajouter. Là, on a besoin d'identifier des compléments non transport qu'on peut mettre dans un code barre. C'est le cas qui est par exemple en région centre, où il distribue une carte commerciale qui sert pour le train, avec l'avantage d'accéder à des offres culture et loisirs proposées par la région. Il fallait mettre dans le même code barre les deux infos, tout en les identifiant pour que à ce que fait Centre, on ne vienne pas contrarier ce que ferait une autre région, etc., que chacun puisse ajouter ses propres contenus. Donc, c'était une des raisons de cette révision. La deuxième, c'est que après avoir fusionné les régions il y a quelques années, quand les régions se sont retrouvées avec les plus grosses régions, il y a quand même certaines régions qui continuent à vendre des produits tarifaires qui sont valables sur l'emplacement géographique des anciennes. Par exemple, il y a des titres qui existent qu'en Alsace, alors qu'il n'y a plus de région Alsace, donc il a fallu réintégrer des codes pour identifier des périmètres géographiques nouveaux. Et donc, c'était aussi un objet de cette révision de la partie codification. Voilà un peu pour l'actualité. Et la dernière partie, qui sont les perspectives à venir, donc ce sur quoi on va travailler dans les prochains temps. Tout d'abord, ça concerne un format pour décrire des contenus de cartes. Parce que depuis toujours, on travaille avec des cartes sans contact, avec donc dedans des contrats, des validations, des choses comme ça. Mais souvent, et de plus en plus, c'est de l'interopérabilité, c'est-à-dire qu'un exploitant dans son coin avec ses outils va lire une carte, il y aura quelque chose qu'il faut échanger avec un autre, il faut transférer, non pas la carte physique, ce qui prend du temps à envoyer, mais juste tout son contenu. Et donc, chacun avait jusqu'à présent ses propres façons de décrire le contenu d'une carte. Donc, le GT4 a travaillé sur un format de description des cartes pour pouvoir faciliter les interopérabilités, les transferts.
Ces cartes, il se trouve que c'est en France des cartes Calypso. Je fais une petite parenthèse. Toutes nos normes sur les cartes s'appuient sur le standard Calypso. Alors pourquoi? C'est parce que c'est un standard qui a été créé par des transporteurs qui répondait à un besoin au début de la billettique, qui n'existait rien sur le marché comme carte sans contact qui puisse rendre les services transport. Donc Calypso a été créé à travers des projets européens et puis est devenu une association qui maintenant continue à exister, qui maintient et fait vivre ce standard. Et une norme peut s'appuyer sur un standard du moment qu'il est ouvert, non discriminatoire, etc. Ce qui est complètement le cas de Calypso, qui en plus fait énormément de choses en open source. Et donc voilà, nos normes françaises s'appuient sur ce standard. Et donc effectivement, ce projet de description de contenu de carte, c'est essentiellement pour nous en France, la description de contenu de carte Calypso. Et donc là, on a fait une association avec Calypso, c'est-à-dire que ce standard, on l'a créé dans le GT4, il est mis à disposition de tous les projets qu'ils souhaitent, mais aussi on l'a transféré à Calypso parce que effectivement, ça portait bien plus large que la France et ça permet de donner, disons, une portée plus large à cette interopérabilité de description de cartes. Donc, le Calypso mettra à disposition le support, le format, et nous, effectivement, on fera une norme en France qui explique comment l'utiliser pour le mettre en œuvre, en particulier dans nos contextes français, ce qui a l'avantage de pouvoir être cité dans des cahiers des charges, par exemple, d'appel d'offres, en disant on s'appuiera sur la norme qui décrit comment on décrit des contenus de cartes, qu'on aura des contenus de cartes à échanger. Donc voilà une des choses, le format est fait. Maintenant, il reste les aspects publication, rédaction, etc. Techniquement, il est bouclé. Deuxième sujet, c'est réviser vraiment le cœur d'Intercode, donc les parties 1 et 2 qui décrivent les données qu'on a dans les cartes, dans les codes barres, etc. Et on a, disons, plusieurs enjeux. En particulier, on a un de temporel. La norme Intercode a été créée dans la fin des années 90 avec des codages qui étaient limités dans le temps. On n'était pas sûr qu'elle durerait aussi longtemps que ça, mais on a en particulier une date limite, tout comme il y avait le bug de l'an 2000, on a une date limite dans Intercode qui est 2041. Les dates actuellement ne peuvent pas dépasser ce créneau-là. Et comme on a des cartes qui durent 10 ans, donc à partir de 2030, il faudra pouvoir les émettre. Et donc, on est dans une révision qui va étendre les possibilités de la norme pour qu'on puisse aller bien plus loin encore dans le temps. Et on en profitera évidemment pour intégrer plusieurs autres besoins que petit à petit, on a vu apparaître. Le principe de fonctionnement d'une norme, souvent, dès qu'elle est publiée, on commence déjà à ouvrir la suivante et on travaille en intégrant petit à petit les demandes d'évolution qu'on nous apporte, soit des simples retouches de clarification, soit vraiment des fonctionnalités nouvelles. Et au moment où on se rend compte que là, il y a un besoin terrain vraiment fort d'avoir la norme publiée, là, on arrête les travaux du moment, on publie et on continue à travailler encore par la suite pour continuer les révisions successives. Une norme est révisée normalement tous les 4 ans. Des fois, c'est plus rapide, des fois, c'est plus espacé quand il n'y a pas de besoin. Et c'est pour ça qu'on voit qu'entre début de travaux et publication de révision, ça peut être des fois très court et des fois beaucoup plus long. Ça dépend des besoins terrain. Donc voilà pour cette partie 1-2 d'Intercode sur laquelle on va travailler encore dans les prochains temps avec sans doute une publication l'an prochain. Et enfin, la partie 3 d'Intercode, c'est celle qui décrit vraiment comment on stocke les données dans les cartes qu'on a sur le terrain aujourd'hui. On n'a pas de souci quand c'est des cartes basées sur les standards les plus récents de Calypso, Calypso 3. Pour des cartes plus anciennes, Calypso 2 autorisait des variantes. Et malheureusement, on s'est rendu compte sur le terrain que certains acteurs utilisaient une variante dans un endroit, alors que si on achète une carte chez un autre fabricant, il n'y aura pas cette variante. Et donc, ça peut poser des soucis d'interopérabilité. Donc, pour éviter que sur le terrain, des gens tombent dans ce piège-là ils font un appel d'offres, ils ont une carte, ils utilisent une fonctionnalité de cette carte qui n'existe que dans celle-là, pas dans l'autre, pour ces cartes un peu en compatibilité avec l'ancien. On intègre les pièges à éviter pour que, même en cas de changement de fabricant de cartes, pour ceux qui continuent à utiliser ces émulations des anciennes cartes, il n'y ait pas de problème d'interopérabilité au fur et à mesure du temps. Voilà un peu nos sujets, donc en ce moment. Désolé, c'est très dense, mais parce qu'on fait beaucoup de choses. Et maintenant, s'il le faut, je suis à l'écoute de vos questions, s'il y en a. Oui, merci beaucoup Eric. C'est vrai que je ne l'ai pas précisé, mais on prendra vos questions GT par GT pour rester dans le contenu. Donc n'hésitez pas à poser vos questions. Ça peut être soit dans le chat, soit vous prenez la parole à l'oral. Euh, donc je vous invite à réfléchir à vos questions, s'il y en a sur ce GT4 concernant la billettique. En attendant que vous prépariez vos questions, moi j'en ai une, enfin j'en ai deux en fait. D'abord, tu as mentionné la date de fin 2041. Pourquoi avoir une date de fin dans cette norme? Pourquoi c'est organisé comme ça?
J'imagine qu'il y a une question de codage derrière, Alors, mais c'est et pas une puis date de ouais, fin vraiment de la norme, hein. C'est les dates oui, qu'on met dans les cartes. On a choisi un codage. À l'époque, c'était pour 50 ans, hein. On ne pensait pas qu'on resterait encore sur la même chose à ce moment-là. Mais c'est vrai que, comme on a été quand même un peu les pionniers en France à mettre du transport dans les cartes, beaucoup se sont lancés. Une fois que les investissements sont faits, passer à quelque chose de plus récent, ça nécessite d'autres investissements. Donc, tant que ça tourne, continue à faire tourner et ça tourne toujours. Donc, bon, quelque part, c'est le bon signe, c'est qu'on a construit quelque chose qui fonctionne bien au début. Mais voilà, il faut faire des petites retouches parce que, effectivement, on s'était pas dit qu'en 50 ans, on ne retoucherait jamais les tailles des champs et les choses de ce genre-là. Donc, c'est voilà, simplement rendre possible de mettre des dates un peu plus lointaines. C'est pas très compliqué, hein, mais ça suppose une republication de la norme pour que tout le monde ait la même façon de faire. Donc voilà, c'est rien de bloquant, hein, ou de problématique. Simplement, il faut le faire au bon moment pour que chacun ait le temps à la fois d'avoir la nouvelle façon de faire, de la développer dans ses équipements et de la mettre sur le terrain avant. Voilà, c'est dans 6 ans, hein, donc on a encore de la marge et ça concernera dans 16 ans. Voilà. Mmh. oui. J'avais une deuxième question. Donc, tu disais que le rapport avec Calypso, c'était donc vous appuyez directement sur le standard Calypso. Est-ce que très concrètement, parce que normalement l'accès à une norme est payant, hein, si je ne me trompe pas, une norme AFNOR, Mmh. alors que le standard est open source, comment tu gères ça? Alors le standard, c'est vraiment les supports sur lesquels on met la carte. C'est-à-dire qu'on a vraiment comme deux couches. On a Calypso qui nous décrit les supports cartes qu'on a dans toutes les interopérabilités françaises. Et Intercode décrit comment on l'utilise pour faire de la billettique. C'est-à-dire que Calypso ne décrit pas comment on décrit un contrat, une validation, etc., etc. Donc ça, c'est Intercode qui le décrit. Et Calypso ne décrit pas non plus le contrat, vous le mettez dans tel fichier, l'application carte transport, vous l'appelez de telle façon pour que tous les équipements de la région Île-de-France sachent retrouver Navigo, comment on appelle l'application Navigo qui sera sur la carte. Donc c'est vraiment deux couches supérieures. C'est comme un équipement, je sais pas moi, prendre un extrême, un ordinateur à sa façon de faire, et derrière il y a le réseau électrique, on s'appuie sur un réseau électrique. Là, on s'appuie sur un standard de support de carte, et on a construit une couche au-dessus pour faire toute la billettique française. Bon, ok, merci, c'est très clair. Alors, je vais avancer. Nous, on a plein de questions à la fameuse, donc comme on n'a pas le temps de les poser toutes là, ce qu'on fera, c'est on les listera et on les mettra dans le suivi de ce webinaire. Je vais inviter maintenant Jean-Baptiste à prendre la parole sur le GT6 de perception tarifaire. Oui. Bonjour à toutes et à tous. C'était très dense chez Eric, ça va être un peu moins dense chez moi. Non pas parce non pas parce qu'on travaille moins, mais parce que j'ai adopté une approche assez différente dans la façon de préparer ce webinaire. Jean-Baptiste Receveur, je travaille chez CTEC ITS et je suis effectivement le pilote du GT6. Le GT6 qui est un GT dédié à la perception tarifaire. Alors, perception tarifaire, c'est une expression un peu alambiquée pour dire que nous, l'objet de ce groupe de travail, c'est tout ce qui concerne la vente des titres de transport et la distribution de ces titres de transport. Voilà. Donc, le GT4 qui vous a été présenté juste avant, on est sur la matérialisation des titres. Le GT7 qui vous sera présenté avant, on est sur la modélisation plutôt, notamment des titres de transport. D'autres choses aussi. Nous, là, on est vraiment sur tout ce qui est échange de données qui permettent de conduire à la vente d'un titre ou à la validation d'un titre. Voilà. Donc, c'est des sujets d'échange de données entre systèmes. Le GT6, pour ceux qui connaissent la norme Interbob, le GT6 est notamment à l'origine de cette norme, la norme Interbob, qui permettait l'échange entre deux systèmes billettiques de données, des données clients, des données de distribution d'un titre, des données de vente, des données de validation. Voilà, toutes les opérations billettiques qu'on peut faire, notamment sur une carte sans contact, comme les cartes Calypso dont on a parlé juste avant. Voilà. Euh, donc le GT6 en termes de périmètre et puis d'actualité. Jusque-là, le GT6 travaillait donc sur les échanges entre systèmes billettiques. On est rentré dans une phase depuis 2 ans où on a étendu un peu ce périmètre d'échange entre systèmes billettiques pour travailler sur les échanges entre un système billettique et un système numérique. Donc là, je vais faire un petit crochet hors slide par les enjeux. Pourquoi est-ce qu'on en est venu à travailler sur les échanges entre un système billettique et les systèmes numériques? Aujourd'hui, on est dans un contexte
euh, très mouvant dans le monde des transports en commun et notamment avec deux grands types de projets. En tout cas, peut-être que les autres présidents de GT auront d'autres enjeux en tête et ont d'autres enjeux en tête, mais en tout cas, nous, côté GT6, on a deux grands types d'événements en ce moment dans l'actualité des transports qui nous font bouger sur la normalisation, qui sont l'ouverture à la concurrence ferroviaire, qui apporte une pluralité d'acteurs dans le monde des transports enfin, et dans le monde du ferroviaire qui n'existait pas jusque-là. On était dans un monde avec un seul acteur qui faisait toute la distribution des titres de transport ferroviaire. Et aujourd'hui, on va arriver avec plusieurs acteurs. Euh, et puis, l'autre grand type de projet, ce sont les CERM. Donc, les CERM, pour ceux à qui l'acronyme parle pas, c'est cette idée, c'est les fameux RER métropolitains, qui n'était pas une appellation très heureuse, mais c'est l'idée d'avoir un réseau de transport organisé en étoile autour des grandes métropoles, un peu comme c'est le cas en Île-de-France, mais organisé aussi pour les grandes métropoles, pour les autres métropoles, avec cette idée que beaucoup de gens aujourd'hui voyagent euh, essentiellement en étoile avec ce rabattement vers les villes. Et, et donc il y a beaucoup de travail qui est fait aujourd'hui par plein de métropoles sur ce rabattement et qui nécessite un travail beaucoup plus multi-acteur et décloisonné que ce qui était fait avant. Voilà. Donc, les systèmes numériques dont je parle, on les appelle parfois MAS, on les appelle aussi parfois SNM, services, systèmes numériques multimodaux, services numériques multimodaux. Euh, les périmètres sont un peu différents entre ces deux types d'objets, MAS ou SNM, mais disons que c'est un acteur numérique. Je vais vous prendre quelques exemples. SNCF Connect est un service numérique multimodal, Trainline également. Mais vous avez par exemple le Pass Mobilité à Grenoble, qui est un outil numérique qui permet de vendre des titres de transport. Voilà, vous avez tout un ensemble d'outils numériques qui sont des MAS ou des SNM qui permettent de vendre des titres de transport, qui permettent de faire d'autres choses, hein, de l'information voyageur, du calcul d'itinéraire, etc. Dans le périmètre du GT6, ce qui nous intéresse, c'est la vente de titres. Et donc ces systèmes numériques doivent être en capacité de communiquer avec des systèmes billettiques pour vendre les titres de transport de villes, de régions, voilà, de différents réseaux de transport. Donc aujourd'hui, avec la norme Interbob, on est assez bon sur ce qui est de la communication entre deux systèmes billettiques. Par exemple, le système billettique de Lyon avec le système billettique de la région Auvergne-Rhône-Alpes. On sait bien les faire communiquer par des flux Interbob. Euh, Par contre, la communication entre un système billettique et un système numérique, aujourd'hui, elle existe à plein d'endroits, mais elle est très peu normalisée. Et donc c'est là que se concentre l'essentiel de nos travaux au niveau du GT6 depuis 1 an et demi, globalement. Voilà pour l'actualité. Passer à Donc les grands enjeux, j'en ai parlé, être au rendez-vous des fameux CERM, donc les RER métropolitains, les systèmes de transport autour des métropoles et des villes. Euh, Nos objectifs à court et moyen terme, c'est d'ici fin 2025 d'être capable d'avoir un échange standard entre un système numérique et un système billettique autour d'un cas d'usage simple. Donc, qu'est-ce que c'est qu'un cas d'usage simple? C'est l'idée de pouvoir vendre un titre unitaire. Je fais un titre, un voyage, euh, sur un code barre 2D, parce que aujourd'hui le code barre 2D a pas mal le vent en poupe dans pas mal d'applications, et notamment la vente de titres ferroviaires, hein, on va pas se mentir. Aujourd'hui, tous nos titres tous nos billets de train sont sur des codes barres 2 dimensions, les fameux QR codes. Mais QR code, c'est une technologie. Il y a d'autres technologies. Euh, donc voilà, l'idée, c'est de vendre un titre unitaire sur un code barre pour, euh, pour faire un voyage. Donc ce cas d'usage simple de vente d'un titre d'ici fin 2025 et d'ici fin 2026, arriver à une standardisation plus large avec des cas d'achat de titres ferroviaires. Donc la particularité du ferroviaire, c'est qu'on est sur un titre origine-destination avec un peu plus de complexité, éventuellement limité à un train ou limité à une journée. Donc c'est des contraintes sur les titres qui sont un peu plus compliquées. Là où en urbain, par exemple, on peut acheter un titre unitaire qui soit valable au moment où on l'utilise, n'importe quand.
Donc, des cas d'usage plus complexes, le cas d'usage ferroviaire, le cas d'usage de l'origine-destination, le cas d'usage des abonnements hebdomadaires, mensuels, etc. Voilà, donc arriver sur une extension à partir de ce cas d'usage simple, une extension à des cas d'usage plus complexes, et donc normaliser les échanges autour de tous ces cas d'usage-là. Merci Voilà. beaucoup, Jean-Baptiste. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle? Moi, j'en ai une, mais je fais partie de la femme mob, donc Une question, c'est une question, hein. bon, je me lance du coup, merci. Euh, Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur la différence entre les deux cas d'usage ou la complexité de ces deux cas d'usage? Est-ce que c'est plutôt une complexité qui est liée à effectivement une technicité, des besoins dans une norme qui sont plus complètes ou c'est une complexité liée au fait que bah, comme il y a plus d'acteurs ou plus de parties prenantes, il y a finalement plus de négociations à avoir? Oui, je peux. Alors, la question est un peu compliquée parce qu'il y a plusieurs façons d'y répondre. La première façon d'y répondre, c'est qu'aujourd'hui, il y a un historique. Il y a un historique sur la billettique qui fait que on a un acteur en France, je ne ferai pas de pub, mais qui maîtrise très très bien le ferroviaire et donc les cas d'usage autour du ferroviaire. On a beaucoup d'acteurs en France qui maîtrisent très bien l'urbain et donc les cas d'usage autour de l'urbain et de la vente de titres urbains, un titre unitaire, un carnet de 10, un abonnement mensuel. Euh, et donc cet historique fait que il faut qu'on arrive à se comprendre, à parler le même langage. euh, avec des cas d'usage qui sont différents. Je vais prendre par exemple le train. Un billet de train, on peut l'acheter assez longtemps à l'avance finalement, euh, au moins 3 mois, mais parfois plus. Et on l'achète pour un jour donné, voire un train donné. Ça, en urbain, ça n'existe pas. On va pas acheter un billet de tram pour un tram donné dans la journée. Donc c'est des façons d'échanger les données, de les sécuriser qui sont très différentes. Euh, Ça me permet de répondre à une question qui m'avait été posée avant le webinaire, mais qui est intéressante dans la réponse à celle-là. Quel type d'acteur on a autour de la table sur le GT6? Historiquement, comme on parlait beaucoup d'échanges entre systèmes billettiques, on avait beaucoup de billeticiens, donc des industriels qui fournissent des systèmes billettiques, hein, et quelques sociétés comme la mienne qui sont des bureaux d'études. Depuis 1 an et demi, on parle beaucoup d'échanges avec des systèmes numériques et donc on a intégré beaucoup d'acteurs numériques. Je peux donner un peu des noms, mais on a SNCF Connect and Tech qui nous a rejoints, on a Worldline qui nous a rejoints, on a Instant System qui sont des acteurs qui sont, eux, des fournisseurs de systèmes numériques. Donc de médias, de systèmes centraux, d'applications mobiles, de sites web, etc., qui vendent des titres de transport. Ouais, donc ça, c'est super intéressant parce qu'on voit l'évolution en fait vraiment du contenu de ce GT vers ces applis numériques. Et ces acteurs-là, vous êtes allés les chercher ou ils sont venus de leur fait, de leur propre initiative? On a eu les deux. On est quand même pas mal allé les chercher parce que les groupes de travail de normalisation, même si on fait pas mal de boulot, on n'a pas une visibilité incroyable, hein. Merci à la FAMOB. On n'a pas une visibilité incroyable, on a quand même besoin de faire un peu de pub. Donc c'est les acteurs des GT et les présidents de GT qui font la pub autour de ces groupes de travail qui, in fine, profitent à tout le monde. Merci. Bon, on a encore plein de questions qui reflètent celles qui nous sont régulièrement posées, hein, parce que même si on a peu dans ce webinaire où la salle ne se sent pas forcément de poser des questions, nous c'est on a souvent des questions en fait sur ces processus. Mais je vais aller vite parce qu'il nous reste quand même 3 GT à parcourir ensemble. Donc merci Jean-Baptiste. Et je vais passer maintenant la parole à Tuto Taille, qui est la pilote du GT7. Information voyageurs et exploitation des services de mobilité. Vous allez voir beaucoup de travail, notamment dans ce GT. Oui, merci Marguerite. Et en fait, c'est pour faire le pont avec ce qu'a présenté Jean-Baptiste, du côté du GT7, on est vraiment sur cette partie, on va dire, description de l'offre.
Mais pas que, puisque on a vraiment voilà, on travaille pour présenter l'information voyageur dans son ensemble, de l'ensemble des services de transport public et aussi leur exploitation. C'est vrai qu'on a eu la chance de beaucoup plus intervenir dans les webinaires successifs de la FAMOB autour de tout ce qui était normalisation, standardisation et information voyageur. Donc, je vais essayer de faire court pour laisser plus de place au GT que vous connaissez moins. Dans les grandes lignes, le GT7, on travaille sur l'ensemble des normes qui sont citées dans le règlement délégué MMTIS, dont on a beaucoup parlé, qui est sur l'information voyageur multimodale. Et donc, de ce fait, on est un groupe miroir des travaux du SEN, présenté par Emmanuel en début de ce webinaire et lors du webinaire précédent, et notamment sur tout ce qui est travaux de profilage pour la France des normes NETEX, CIRI et toute autre norme du SEN issue de l'écosystème Transmodel. On a la chance de notre GT d'avoir un partenariat étroit avec le point d'accès national et l'autorité de régulation des transports pour l'ouverture des données, toujours en lien avec ce règlement délégué MMTIS, dont on peut dire qu'on est un peu la cheville ouvrière d'un point de vue normatif pour son implémentation en France. Du côté des actualités, alors oui, alors c'est vrai que j'ai tendance à reprendre assez souvent cette slide. Je crois que pour ceux qui ont tous suivi les discussions sur la normalisation, je vous ai un peu beaucoup bassiné avec. Je ne vais pas trop y revenir puisque c'est la présentation de tout ce que couvre le transport public selon Transmodel. Je vous invite à, si vous ne l'avez pas déjà fait, à consulter le site de Transmodel, donc transmodel-sen.eu, qui vous expliquera ce qu'on entend par transport public. Les gens ont tendance à bien voir la partie, on va dire, mode d'opération planifié, conventionnel, donc les bus, les trains, les trams. Et on oublie très souvent que le transport public inclut aussi tout ce qui va être véhicules partagés, que ce soit des vélos en libre service, de l'autopartage, du covoiturage, mais aussi tous les modes flexibles, donc transport à la demande. Donc c'était vraiment pour dessiner notre périmètre, on va dire, serviciel. D'un point de vue actualité du GT7, on a la chance d'être un GT qui est assez, on va dire, fourni à la fois en termes d'experts et de production normative. Donc, on a un peu plus de 60 membres, dont 30 membres très actifs, que je remercie au passage pour ceux qui sont connectés, parce que c'est grâce à eux qu'on a réussi à faire l'ensemble de ces travaux sur l'année écoulée. Euh, Grosse inspiration et résultat qui est en provenance directe des bonnes pratiques qui se fait du côté des groupes de travail sur Netex et Siri. On a passé l'ensemble du profil France de Netex et Siri en Markdown et avec un répertoire public dans GitHub dans lequel les gens peuvent nous poser des questions, commenter, nous demander voilà, des changements sur certaines formulations dans le profil France, voire même certains nous amènent des suggestions fonctionnelles sur le profil France, qui est donc une adaptation de la norme au niveau français. On a très récemment, cette année, unifié l'ensemble du profil France de Netex, donc c'est-à-dire que on a pris toutes les sous-parties qui existaient précédemment, donc la partie éléments communs, description des arrêts, offres tarifaires par exemple, pour vraiment mieux la consolider et mieux faire comprendre à l'ensemble des acteurs de l'écosystème que la norme se veut un tout et qu'on l'a divisée en sous-parties sur le profil France pour qu'elle soit plus simple à s'approprier et plus simple à lire. Mais par exemple, si je reprends l'offre tarifaire qui est notre interfaçage avec le GT6, il ne fait pas sens de décrire une offre tarifaire sans en décrire le service, donc à travers la partie éléments communs, description des réseaux et des arrêts, etc. On prépare depuis le début de l'année la version 2.4 de ce profil France de Netex, avec notamment une structure renforcée des fichiers, des nouveaux attributs pour l'accessibilité et toute la partie offre tarifaire qu'on a décidé de refondre intégralement. Et je tiens à remercier l'un des chefs de file, Pascal, qui est dans la salle, pour répondre aux besoins qu'évoquait Jean-Baptiste sur voilà, toute la partie produits numériques de plus en plus vendus, interfaçage avec des applications numériques de multimodalité et la partie nouveau mode qui correspond par rapport au schéma précédent, tout ce qui va être vélo, trottinette, voiture en libre service.
Et on prépare également la version 1.8 du profil France de Syrie avec un renfort des éléments du service Syrie XX pour Situation Exchange, qui est vraiment un composant fort de cette norme Syrie qui permet de venir décrire le changement de situation dans une offre de transport en différenciant les messages pour l'information voyageur selon par exemple les arrêts affectés, les lignes affectées, voire même des correspondances affectées. Donc, quelque chose qui va venir donner de l'information qualitative pour l'usager. Par exemple, si on est en Île-de-France, s'il y a un problème au niveau de la station Concorde, les usagers de la ligne 1 peuvent recevoir un message différent de ceux de la ligne 8 et idem pour ceux de l'ensemble des bus qui passent à cet endroit-là pour savoir qu'ils ne pourront pas, par exemple, faire une correspondance vers les lignes de métro. Dans les perspectives de travaux que l'on va porter sur cette fin 2025 et sur toute l'année 2026, on a décidé de faire une refonte générale des profils France de Netex et Syrie, principalement parce que, comme évoqué par Jean-Baptiste d'ailleurs, on voit de plus en plus de personnes s'intéresser aux normes Netex et Syrie. Alors, grâce à l'ensemble des webinaires qu'on a eu, grâce à la FabMob et aussi d'autres interventions qu'on a pu avoir sur des conférences, sur des salons, puisque les gens s'emparent de plus en plus du règlement délégué MMTIS dans l'ensemble de l'Europe, on voit une appétence grandissante pour l'usage de Netex et Siri dans l'ensemble des applications pour l'information voyageur, mais aussi intersystème. Donc, on commence à avoir besoin vraiment de simplifier cette prise en main de la norme des profils français. Donc, on a décidé de tout simplement refondre la documentation technique qui accompagne le profil France, mais aussi de produire des exemples canoniques pour Netex et Siri, et notamment à destination des développeurs, pour qu'ils puissent voir vraiment comment on peut faire des échanges en utilisant Netex et Siri sur des cas d'usage simples. On n'en oublie certainement pas toute la partie production normative, puisqu'on va s'atteler à des nouveaux sujets tels que par exemple la gestion des flottes via Netex et Siri. Et enfin, on va retravailler sur vraiment comment bien mieux réutiliser les données qui sont exprimées, que ce soit en utilisant la norme Netex ou Siri, puisque c'est quelque chose qu'on nous demande souvent, c'est-à-dire qu'on a beaucoup travaillé par le passé sur la partie production de données en Netex et Siri, et aujourd'hui, avec l'arrivée de nouveaux acteurs précités, on nous pose beaucoup de questions sur c'est bien, mais qu'est-ce qu'on fait une fois qu'on reçoit ces jeux de données, comment est-ce qu'on les utilise, comment est-ce qu'on les valide, etc. Donc, ça fait partie aussi des travaux sur lesquels on va se pencher sur les années à venir. Merci Tuto. Et c'est vrai que ce que tu disais est très important. C'était une question aussi qu'on se posait en préparation de ce webinaire. Tu disais, je te cite, hein, l'idée c'est de marcher sur les deux jambes, continuer à produire des documents normatifs qui suivent la fiscalité intense côté CEN. Ça a été aussi évoqué par nos intervenants précédents, donc sur le contenu de ces normes, mais aussi faciliter l'usage des normes pour en augmenter l'impact. Et c'est vrai que nous, c'est vraiment quelque chose qu'on voit. C'est de plus en plus la compréhension de la nécessité de bien faire comprendre à la fois l'intérêt de ces normes et à la fois comment s'en saisir, comment s'en ressaisir pour les réutilisateurs, comment en faire quelque chose de concret pour ceux qui ne sont pas les implémenteurs directement, mais qui peuvent se servir des données générées. Donc c'est ce que tu as évoqué là, et ça reflète nous notre travail. C'est-à-dire que nous, en fait, on est financé pour faire ces travaux de sensibilisation, ce qu'on appelle l'animation de communauté autour des standards. On est financé par le ministère des Transports directement, la DGITM, ce qui veut bien dire qu'ils ont bien compris la nécessité de sensibiliser à cette action-là, de bien faire comprendre. C'est un travail qui est un travail de fourmi, parce qu'en fait, ça signifie être à l'écoute de toutes vos questions un peu en permanence, et c'est ce qu'on fait. Mais ça prouve bien que ce besoin est bien compris. D'ailleurs, je sais que certains de la DGTM sont dans la salle. J'ai vu Grégoire Philippon, j'ai pas accès à tous les participants, donc il y en a peut-être d'autres. Mais n'hésitez pas si jamais vous avez un mot à rajouter, à intervenir pour avoir votre vision, ce sera aussi intéressant.
Oui, et Je vous puis laisse. si je peux rajouter sur ce travail sur les deux jambes, on a aussi bénéficié d'un regain d'intérêt au sein du GT7 avec l'arrivée de nombreux nouveaux experts pour qui c'était plus facile de dire je m'attelle à un chantier, on va dire, de prise en main de la norme, puisque ça fait aussi écho à ce que je suis en train de vivre. Donc, c'est aussi l'histoire de dire on fait d'une pierre deux coups, toutes les personnes qui arrivent dans notre GT, qui se mettent à Netex et Siri et qui découvrent on va dire, certaines thématiques, ont fait le choix de documenter leur rapport d'étonnement, leur apprentissage de la norme, et on veut réutiliser l'ensemble de cette documentation pour l'ouvrir au plus grand public. Et donc, on espère fortement que ce double travail permettra à tous et à chacun de voir le règlement délégué MMTIS non pas comme juste un pur effort enfin, de régulation européenne et de contraintes, mais vraiment comme une opportunité de vraiment aujourd'hui bénéficier d'une information voyageur beaucoup plus riche pour permettre à tout et à chacun de mieux voyager au sein de l'Europe et ailleurs. Merci beaucoup. Je vais passer directement au GT suivant. Éventuellement, s'il nous reste du temps à la fin, on reprendra des questions hein, sur certains des GT déjà passés. Donc, je vais inviter Thierry à prendre la parole sur le GT9 des données stationnement. Oui, bonjour à tous. Donc Thierry Bruisseau. Donc premièrement, le stationnement. Donc c'est un GT assez nouveau. Donc pour situer, on n'est pas, voilà, c'est pas du transport public. On a beaucoup parlé de transport. Un point important, c'est que le stationnement, c'est un service essentiel à la mobilité durable et au transfert modal. Donc quand on parle de multimodalité ou de masse ou de tous ces services-là, le stationnement est essentiel si on veut travailler sur le transport modal. D'un autre côté, les données stationnement, parce que là on parle de données stationnement, elles sont importantes sur deux aspects, on va dire deux côtés. D'un côté routier, donc on a beaucoup de demandes d'importance de la donnée quand vous êtes dans votre véhicule sur les calculateurs d'itinéraire, mais véhicules éloignés, et c'est aussi les parkings, qui peuvent être des parkings d'autoroute et de tous ces endroits-là. Donc ça c'est un côté. L'autre côté c'est la mobilité urbaine, et c'est là qu'on voit le transfert de la voiture vers d'autres moyens de transport ou le stationnement pur de la voiture. Et ce GT9, donc, il a été créé au sein de la CN03 suite à des discussions qu'on a eues, et notamment au moment de la loi LOM et de cette directive dont parlait Tuto, donc le MMTIS, dans lequel le stationnement est intégré comme un service de transport, notamment le stationnement des véhicules particuliers. Donc là, on est dans un autre mode de transport, mais bon, il était clairement identifié que les données stationnement sont importantes pour la mobilité durable et le transfert modal. Donc ce GT9, donc je le pilote en tant que représentant de la FNMS. La FNMS, c'est la Fédération nationale des métiers du stationnement, qui regroupe tous les opérateurs privés, semi-privés, fournisseurs, consultants dans le domaine du stationnement en France. Donc beaucoup d'experts du stationnement sont là, donc et sont présents dans le GT. Donc on a des opérateurs, consultants, fournisseurs. On a aussi dans ce GT des experts de la normalisation et des représentants des institutions. Alors, au niveau de normalisation, donc on a des liens très forts avec le GT7, parce qu'on verrait, on va travailler sur un profil Netex, et des représentants des institutions, donc qui sont assez actives aussi dans le groupe, aussi bien là, au niveau des GITM que Point d'accès national ou ART. C'est assez nouveau de mettre le stationnement dans cet élément-là. Donc là, on a un écosystème stationnement qui vient un petit peu se greffer à celui qui existe aujourd'hui dans le cadre de la CN03. Donc c'est des acteurs nouveaux qui n'étaient pas présents. Et donc là, voilà, c'est important de les intégrer, et le règlement ainsi que la loi LOM est un élément déclencheur qui fait que voilà, des obligations étant à remplir, des personnes viennent plus participer à des groupes de normalisation. Je te laisse passer au suivant. Alors, je vois pas mon transparent bouger. Voilà. Donc le travail, quelles ont été les actualités? Donc le premier travail était de travailler, comme je l'ai dit, au niveau du règlement, et donc de travailler sur un profil. Donc la stratégie étant de faire utiliser la norme Netex et d'avoir des profils sur différents sujets. Le profil
NetEx Parking est l'un des profils de la bibliothèque NetEx. Donc, on a travaillé sur les demandes, les besoins de données de stationnement. Donc là, avec des experts stationnement. Il existait une base nationale des lieux de stationnement qui avait été publiée, qui était présente sur le PAN, mais qui était en format Excel et qui n'avait pas qui ne présentait pas toutes les demandes du format demandé par le MNTIAS. Donc, avec tous les experts présents lors du GT, on a défini le besoin en données, quelles sont les données statiques. Dans un premier élément, on a les données statiques à publier et on a établi le profil NetEx Parking France, donc qui est aujourd'hui publié. Je vous ai mis le lien, donc qui permet d'avancer sur ce profil NetEx. Un point que je note, c'est que dans la partie stationnement, donc en parallèle, il y a des travaux plus internationaux sur des normes de données liées au stationnement, donc qui est un profil, qui est pas un profil, qui est plutôt un standard métier, qui n'est pas un standard européen, donc qui n'est pas le standard sur lequel on doit publier, mais beaucoup d'opérateurs au niveau européen. Et il y a une association qui s'appelle European Parking Association, donc qui est au-dessus de la Fédération nationale des métiers du stationnement, qui supporte, qui fait partie donc du groupe qui a lancé ce format Alliance for Parking Data Standard. Donc on a pas mal d'échanges avec eux sur ces formats de données et sur les données à publier. Donc aujourd'hui, beaucoup d'opérateurs publient utilisent ce format et publient derrière sur du profil NetEx, donc en France, et certains pays ayant choisi plutôt d'utiliser le standard européen DATEX, de publier sur DATEX. Un autre élément, c'est que j'ai mis que le GT9 a une liaison avec la représentation française à Napcor. La représentation, c'est simple, c'est Emmanuel de Verdal, donc que vous avez entendu au début, donc qui intervient et qui assure avec le GT9 une interface avec ce projet Napcor, qui est un projet européen, qui est au niveau Europe, qui essaye d'harmoniser les profils et les données qui vont être présentes dans les différents PAN au niveau européen. Et en dernier point sur les perspectives. Donc là, aujourd'hui, on a travaillé, alors vous avez vu qu'on travaille pas sur un établissement d'une norme en tant que telle, on est plutôt sur un apport d'expertise du stationnement comme un des services de transport, donc qui fait partie de la globalité des services de transport. Sur les transports en commun, on dit voilà, il y a le rail, le bus, voilà, on a parlé de véhicules partagés ou des choses comme ça qui peuvent être importantes à mettre aussi dans cette bibliothèque. Donc là, on va continuer à travailler. Donc on a travaillé sur les parkings en ouvrage, données statiques. Il y a des demandes sur les données dynamiques, c'est plus sensible et c'est plus compliqué parce qu'il n'y a pas aujourd'hui, il n'y a pas d'existant et de publication générique sur ces éléments-là. Donc, ça concerne la partie tarification, la disponibilité. Donc là, c'est le positionnement que le GT9 doit prendre. Donc, c'est comprendre les contraintes des opérateurs et de faire quelque chose qui puisse fonctionner. Hein. C'est pas le marché est très fragmenté en stationnement, contrairement au transport public où on a beaucoup plus d'acteurs. Et ensuite, la partie stationnement sur voirie, parce que je parlais de stationnement en enclos ou en ouvrage, dans lequel vous avez des barrières, et donc c'est un lieu où vous avez plusieurs dizaines, centaines de places. Le stationnement sur voirie est très diffus. Par contre, c'est une donnée qui est aussi citée. Donc là, par contre, il n'existe pas, souvent les données, soit elles n'existent pas, donc une collectivité ne sait même pas combien de places de stationnement sur voirie elle n'a pas un système d'information qui lui permet de publier ces données. Excusez-moi. Et il n'y a pas vraiment de standards qui s'imposent, que tout le monde utilise, et même si certaines villes publient des données aujourd'hui sur de l'open data, n'utilisent pas obligatoirement les mêmes formats. Donc le premier travail qu'on va essayer de faire dans les mois à venir, c'est de travailler sur compréhension de ce qui est publié, des standards qui peuvent exister, de la manière de coder ces données. L'objectif étant de publier ça aussi, à la fin, toujours d'en faire un profil, et donc des profils type NetEx. Et bon, juste une de mes conclusions que j'avais mis, c'est assez nouveau. La mobilisation des acteurs dans ce domaine-là est assez compliquée parce qu'ils n'étaient pas présents du tout dans la CN03. De la même manière, donc je souhaiterais qu'on puisse enrichir un peu et avoir plus d'experts à ce niveau-là, soit des experts stationnement qui viennent se rajouter aux experts existants, soit des réutilisateurs ou
ou des experts intéressés par ce sujet pour enrichir un peu les débats dans la CN03. Voilà. Donc, je lance un petit appel. C'est fini pour moi. Merci à vous. Merci beaucoup Thierry. Ouais, je renforce l'appel pour faire pour intéresser de nouveaux experts à se rendre à ce GT. Donc si certains veulent se joindre, ils te contactent toi. Oui, 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 ils peuvent me contacter. Je pense que les coordonnées, je sais pas si vous les mettrez sur les slides, pas de souci, ils peuvent me contacter. Ça marche. Ok. Je ne vais pas prendre de questions maintenant ni en poser, même si j'en ai plein, mais on les posera dans la suite, parce que là, je voudrais faire intervenir d'abord Pierre pour le GT, le nouveau GT sur l'open payment, et ensuite on aura une petite conclusion de la DGITM. Je te laisse prendre la parole, Pierre. Oui, bonjour à tous. Donc moi je vais parler d'autre chose. Je vais parler d'open payment qui n'est pas très connu. Euh, donc l'open payment c'est de la billettique basée sur de la carte bancaire sans contact. Donc tout à l'heure j'entendais parler de carte sans contact. On parle pas de la même chose ici. On parle de carte de paiement sans contact. Et donc c'est une billettique dans laquelle il n'y a pas de nouveau support pour porter des titres de transport. C'est un sujet nativement mondial. Pourquoi? Quand j'ai un réseau open payment dans une ville, en fait, les gens qui vont l'utiliser avec leur carte bancaire sans contact, ils peuvent venir du monde entier. Si ce réseau accepte Visa et Mastercard, toutes les cartes Visa et Mastercard du monde vont pouvoir être utilisées. Et inversement, c'est un sujet qui a été initié au départ par Visa et Mastercard justement, donc qui a été initié pour pouvoir être déployé dans le monde entier. Donc on trouve des réseaux open payment partout, en particulier en Europe, en Amérique du Nord, mais maintenant en Amérique du Sud, et ça se développe en Asie. Dans notre groupe de travail, on est focalisé sur un sujet particulier qui est de l'interopérabilité entre systèmes open payment. Donc un système open payment, il fonctionne tout seul. La question c'est comment, par exemple, le système open payment de bus régionaux va interopérer avec un système de paiement de bus métropolitain. Alors, petit rappel sur l'open payment, c'est un système simple et homogène au sens où je vais valider avec ma carte bancaire et ce geste de validation, il est simple, je présente ma carte sur le valideur et il est le même partout dans le monde, sur tous les réseaux. Je viens, je valide, je monte dans le bus par exemple. Donc ma carte bancaire ou son dérivé dans le smartphone, la carte dans Apple Pay, Google Pay. J'ai de l'automatisation tarifaire, c'est-à-dire que le tarif est calculé automatiquement en fonction de mes usages, ce qui permet par exemple de faire de l'optimisation forfait jour ou forfait semaine, etc. Le paiement, il est sans friction puisque le paiement, il est fait avec la carte que je présente, mais il n'est pas fait à chaque fois que je valide, il est fait en fin de journée en fonction de l'optimisation tarifaire qui a été calculée, et donc quelque part le paiement il est transparent. Et c'est intuitif parce que justement je n'ai pas à choisir les titres que je veux acheter préalablement, donc je viens, je valide, et le système va calculer le bon prix. J'ai pas à choisir mon forfait jour versus un aller-retour. Le slide suivant. Donc l'open payment, c'est vraiment la convergence entre deux univers, l'univers billettique dont on a parlé jusqu'à présent et l'univers de paiement monétique, paiement par carte. Et donc, je vais retrouver sur le terrain des valideurs qui sont de la billettique, dans lequel j'ai une antenne monétique qui va lire donc les standards NFC, c'est sans contact, et qui va lire les cartes bancaires dont le standard des cartes à puce est basé sur quelque chose qui s'appelle EMV. Donc j'ai un univers monétique séparé de l'univers billettique parce que l'univers monétique, il est très réglementé par les schémas cartes. Et donc dans cette mécanique, c'est la carte bancaire qui identifie le voyageur. Donc la carte, elle n'apporte pas de titre de transport puisque c'est une carte bancaire qui vient de n'importe où du monde, émise par n'importe quelle banque du monde. Et comment elle identifie le voyageur? Elle va l'identifier par son numéro de carte. Le slide suivant, s'il te plaît.
Je rentre pas dans le détail, mais le point important, c'est le suivant. En bas, vous voyez la banque émettrice qui a généré une carte bancaire sans contact auprès d'un utilisateur qu'on appelle un porteur, qui est le voyageur qui va présenter sa carte sur le valideur, sur le point d'acceptation de la carte. Et les paiements de fin de journée vont être réalisés entre la partie paiement associée à la billettique et qui vont envoyer ce paiement à la banque de l'opérateur de transport, qui est en haut. Donc, ça permet d'être mondial. Mon émetteur est partout dans le monde et ma banque, c'est ma banque. Et ça va marcher pour tous les réseaux, les schemes, on parle, tous les systèmes de cartes acceptés. Donc, par exemple, CB en France, Visa, Mastercard, peut-être un American Express et autres. Donc, tout ça, très bien. Et mon identifiant de voyageur, comme je disais, c'est le numéro de carte. Le problème, c'est que ce numéro de carte, il est sensible. Vous voulez pas que vos numéros de carte soient piratés, revendus sur le darknet, etc. Et donc, on est dans un univers paiement dans lequel on n'a pas le droit de donner ce numéro de carte à la billettique, qui, elle, n'est pas sécurisée. Donc, en fait, on a un environnement monétique qui protège ces numéros de carte. Et pour le donner à la billettique, on tokenise ce numéro. On le transforme en quelque chose de non sensible. Donc, mon identifiant voyageur en billettique, c'est pas le numéro de carte, c'est le token de la carte. Et ce token, il est spécifique à cet environnement, à ce réseau. C'est-à-dire il a une valeur purement locale. Et le slide suivant, s'il te plaît. Il n'y a pas de slide suivant? Ah. Désolée, il y a un petit décalage. Donc, quand je fais de l'interopérabilité entre deux systèmes open payment, hein, j'ai deux réseaux différents qui ont chacun leur système open payment différent, qui ont chacun leur propre billetticien, monéticien, banque. C'est aller trop loin. Là, parfait. Et donc chacun fait son travail dans son coin. Et chacun tokenise dans son coin. Donc chacun voit le même voyageur, en fait la même carte, avec des tokens, des identifiants différents. Maintenant, si je veux faire de l'interopérabilité, par exemple pour faire du calcul tarifaire optimisé, je reprends mon exemple, bus régional, la personne qui prend le bus régional, elle vient pas en voiture, donc elle aurait peut-être un tarif préférentiel quand elle prend le bus métropolitain. Ben, finalement, pour faire ça, il faut que je récupère des données communes aux deux, hein, alors que chacun a des données spécifiques. Donc, ça veut dire qu'il faut formaliser les données échangées, et c'est ça notre sujet. Et ces données, elles peuvent être disponibles suivant ce qu'on fait. Par exemple, quand on présente la carte sur un valideur, j'ai des données qui sont générées par la carte. Et puis, quand je fais une transaction monétique, j'ai d'autres données en retour de la transaction monétique. Donc, en fonction du contexte, en plus, j'obtiens des données différentes. Donc, ça, c'est notre sujet de normalisation. Slide suivant, s'il te plaît. Et donc, comment on s'inscrit? On s'inscrit dans un travail qui a été initié à l'international par RDG, qui est le groupement des rails anglais, et dans lequel on vient apporter des éléments clés. On est un gros contributeur des travaux internationaux. Essentiellement via trois aspects. On a ouvert ce sujet d'interopérabilité au-delà de l'open payment. Au départ, c'était entre deux systèmes open payment. Nous, on dit ça pourrait être aussi entre une billettique traditionnelle dans laquelle l'achat a été fait avec une carte bancaire et un autre système open payment dans lequel la même carte bancaire est utilisée pour valider. Donc en faisant ça, ben, on peut faire de l'optimisation tarifaire, par exemple. On s'intéresse aussi à une spécificité française, on a la même au Canada, on a des cartes co-badgées. Sur vos cartes, c'est souvent du CB Visa ou du CB Mastercard. CB, c'est pour carte bancaire et non pas carte bleue, et c'est le schéma de paiement à la française. Et donc, à cause de ce co-badging, on a des impacts sur le mode de fonctionnement. Et ensuite, on vient d'initier la normalisation du format et du codage des données échangées. Donc, c'est pas plus tard que vendredi soir qu'on a envoyé au groupe de travail international notre proposition de définition du format et de définition du codage. Voilà. Et donc, on est là. Donc, cette norme internationale est dans un travail préliminaire avec des experts et on est là pour la suivre
elle va être proposée à la normalisation dans les mois qui viennent pour être approuvée au niveau de l'ISO, hein, norme internationale au sens mondial, ISO. Voilà en quelques mots, merci. Si vous avez des questions. Merci beaucoup. Juste un petit point pour rappel, donc le GT12 a été nouvellement créé. Est-ce que tu peux nous redire, Pierre, le contexte de cette création pour qu'on comprenne bien pourquoi est-ce que ça n'a pas été intégré dans un autre GT ou voilà. Alors, le premier point, c'est que l'open payment en général, c'est drivé par des standards des schémas cartes. Donc, Visa, Mastercard en France, carte bancaire, ont défini des standards et c'est ça qui a lancé l'open payment avec une base normative en fait très forte, mais spécifique à ces schémas. Donc, des normes, on va dire, privées. La nouveauté, c'est l'interopérabilité entre systèmes, dont il n'y avait pas besoin avant parce qu'on était dans la création des premiers systèmes. Donc on a créé finalement des silos les uns à côté des autres, et maintenant on s'intéresse à l'interopérabilité. Le driver, ça a été ce travail du rail anglais en Angleterre, et on a plein d'opérateurs de rail privatifs complètement indépendants et un système RDG qui les permet de faire la distribution des titres de tout le monde. Et donc, quelque part, ils ont un projet d'open payment dans lequel chaque opérateur de rail aurait son système et une interopérabilité globale. Donc, ils ont, sur la base de ce projet, lancé cette norme internationale dans laquelle on s'est raccroché pour pas que ça soit une norme internationale de RDG quelque part, mais que ça soit bien une norme internationale pour tout le monde, y compris avec nos besoins français. Et donc, dans le groupe de travail, on trouve des industriels billettiques, monétiques et des acteurs du conseil de ces sujets. Merci. Donc on retrouve Et des là aussi transporteurs, les enjeux. évidemment. Oui. On retrouve là aussi les enjeux politiques et stratégiques et au niveau international hein, qui se retrouvent ici. Merci Pierre. Il y a une question qui a été posée dans le chat pour soit pour Thierry GT9, soit pour Eric côté GT4. La question posée de Ludovic de l'association Calypso. Est-ce que le GT9 formalise également les données de support, carte, QR code, etc., pour accès au stationnement, ou est-ce que c'est compris dans le GT4? Alors sur la partie, en réponse sur la partie GT9, donc là je parlais surtout de données. On n'a pas dans le cadre du GT9 travaillé sur les API ni sur les entrées-sorties de stationnement. Donc c'est pas aujourd'hui au programme du GT9. On a eu des travaux donc qui sont externes au GT9, qui sont plus internes à la FNMS, et donc j'ai cité aussi le format APDS, donc qui a aussi un petit peu travaillé là-dessus. La tendance aujourd'hui, juste pour donner la tendance, alors c'est des travaux qui pourraient être ajoutés, mais voilà, il nous faut pas mal de monde, et notamment au niveau des opérateurs. Aujourd'hui, il existe pas mal d'API. La tendance est plutôt dans le cadre du stationnement et des interopérabilités de travailler sur la base des numéros d'immatriculation, qui est aussi bien en voirie qu'en ouvrage aujourd'hui, plus les lieux d'interopérabilité, notamment sur des flux d'entrée-sortie et de paiement. Voilà, avec même à l'étranger, donc c'est pas le cas en France, on ne sait pas on n'a pas une réglementation qui nous permet de travailler sur le sujet, qui est ce qui est appelé le free flow, que l'on voit apparaître sur les autoroutes, mais qui est de plus en plus développé je dirais dans d'autres pays que la France au niveau du parking. Donc, qui permet juste avec des caméras d'entrée, enfin des caméras et d'identification entrée-sortie, voilà, de pouvoir gérer des abonnés et d'aller rechercher un non-payeur si un occasionnel entre et sort sans payer. Voilà, donc aujourd'hui, il n'y a pas de travaux dans le GT9. Par contre, voilà, je pense que on n'a pas eu de demande effective sur le sujet et pareil d'experts qui nous permettent d'avancer, mais voilà, ça peut faire partie des travaux à venir. Voilà, et tu as posé une différence importante entre les standards de données et les standards d'interface. Ça faisait partie en effet des questions qu'on avait à vous poser à divers intervenants de divers GT. Donc on reviendra peut-être dessus dans les questions qu'on vous Je dirais communiquera que ça par la fait suite. partie du groupe de compétences du GT9, parce qu'on en a parlé, à un moment donné. Voilà. Par contre, pour le moment, le sujet est pas ouvert. Il a plutôt été traité directement dans des groupes très, en dehors de la normalisation, de la standardisation.
Et voilà, il faut un peu un lien. Le stationnement, l'intérêt de ces types d'API est essentiellement vers les services numériques multimodaux, donc d'avoir plus d'utilisateurs dans ce domaine-là et de bien comprendre le modèle complet entre le voyageur, voilà, qui vient en voiture, ouais, donc c'est assez différent. Il vient en voiture, il doit laisser sa voiture pour basculer dans les transports, éventuellement, si on veut faire de la multimodalité dans les transports publics, où là, il y va tout seul et sa voiture est toujours dans le parking. Voilà, donc là, il y a un modèle un petit peu différent avec des contraintes à prendre en compte. Donc c'est un peu voilà, il faut que ces deux mondes soient ensemble et comprennent bien la différence des deux. Donc c'est un bon endroit où en discuter, mais voilà, c'est potentiellement un sujet qui peut être discuté. Merci. On va prendre quelques minutes de retard. Donc ceux qui doivent nous quitter peuvent nous quitter. De toute façon, encore une fois, ce sera enregistré, hein. Mais on va prendre quelques minutes sans souci. J'espère que ça ne gêne pas nos intervenants, notamment parce qu'il y a une nouvelle question qui est arrivée de Guillaume. Est-ce que Guillaume, vous voulez prendre la parole à l'oral, peut-être en vous présentant? Comme ça, on saura qui vous êtes en même temps. On vous Est-ce- entend pas bien. Ouais, allez-y. Oui, c'est bon là, vous m'entendez? Oui, Oui. bonjour. Je suis Nino, je travaille au Crédit Mutuel, justement sur l'open payment. Et je voulais savoir, donc Pierre nous a parlé de l'open payment et donc du projet de norme qui permettrait donc cette optimisation tarifaire inter-réseau. Et je voulais savoir s'il y avait d'autres cas d'usage qui avaient été identifiés. Euh, je, je- je réfléchissais et j'imaginais par exemple la possibilité de faire une entrée de voyage, une entrée oui, c'est ça, de travel sur un réseau de transport et une sortie sur un autre réseau de transport. Et donc, du coup, voilà, d'identifier un tarif, un paiement unique sur ce voyage multi-réseau de transport. Je ne sais pas si c'est un cas d'usage qui a été identifié, et puis est-ce qu'il y en a d'autres? Oui, en fait, il y a pas mal de cas d'usage qui ont été identifiés. Le point important, c'est qu'on ne change pas le paiement. Donc, on va faire des paiements dans chacun des systèmes. Par contre, on partage un identifiant de voyageur susceptible on va dire, d'avoir une intelligence globale de bout en bout. Donc, par exemple, dans l'exemple que tu dis avec deux opérateurs de transport, finalement, il y aura un paiement chez chacun, mais le fait que le deuxième ait l'information de l'entrée chez l'un et de la sortie chez lui permet d'appliquer un tarif particulier. Après, c'est de l'interopérabilité interopérateur qui fait que peut-être le premier devra de l'argent au second pour co-participer, on va dire, à l'effort tarifaire. Donc ça, c'est une chose. Ça peut être aussi sur du contrôle, hein, c'est-à-dire qu'il a validé en entrée sur le premier réseau, il a peut-être oublié de valider en correspondance, donc c'est pas bien. On peut le voir, mais on peut voir qu'en même temps il a quand même validé en entrée, et donc c'est peut-être pas un fraudeur pur et dur. Ça peut être en reporting, donc on a une visibilité globale et donc on peut montrer aux voyageurs, par exemple, on pourrait avoir un portail voyageur qui lui montre la globalité des trajets, quel que soit l'opérateur. Ensuite, il y a d'autres cas d'usage, des cas d'usage entre un environnement non open payment et open payment. Donc, par exemple, j'achète un aller-retour dans mon bus régional sur un distributeur classique de type de transport avec ma carte bancaire, puis je fais de l'open payment en centre-ville. Les deux s'échangeant de l'information, je sais qu'il a acheté l'aller-retour, donc il a un tarif préférentiel peut-être en centre-ville. Et dans les cas d'usage initiés par RDG en Angleterre, il y a aussi le fait de faire du privatif, donc d'avoir des cartes, non pas de paiement de schémas connus comme Visa, Mastercard ou carte bancaire, mais d'avoir des cartes privatives de transport à la norme des cartes de paiement, qui est EMV, et en interopérabilité. Donc ça veut dire que dans le fond, on est un peu entre le monde open payment et le monde transport. On refait une carte spéciale
mais on l'utilise en open payment, ce qui permet de mixer des systèmes open payment où on rentre avec sa carte de paiement. Et avec la même infrastructure, on pourrait utiliser une carte privative, par exemple, pour les gens qui utilisent les transports tous les jours et qui auraient, je sais pas, un discount parce qu'ils achètent la carte privative, qui pourrait être post-payé par prélèvement. Hein, on est sur autre chose, en fait. Donc, ça ouvre le champ à de la mixité open payment et, on va dire, billettique plus classique, sur une même infrastructure. Merci Pierre pour cette réponse. On avait une autre question côté CEREMA, si je ne me trompe pas, concernant la prise en compte des questions de cybersécurité dans l'ensemble de ces travaux de normalisation. Je pensais notamment peut-être au GT4. Je ne sais pas si Eric, vous travaillez ça côté billettique. Oui, alors, on s'occupe, enfin, comme le GT4 traite des supports, on s'occupe uniquement de la sécurité du support pour éviter les faux supports, les copies indues, etc. Donc, ça dépend du coût du support. Pour les cartes, bah, on s'appuie sur le haut niveau de sécurité du standard Calypso, donc qui est basé sur, voilà, qui exige des composants de haut niveau de sécurité, EL4+ pour les cartes, EL5+ pour les modules de sécurité. Je ne vais pas rentrer dans le détail, mais voilà, le standard Calypso nous apporte un haut niveau qui garantit que les cartes ne peuvent pas être clonées, qu'on ne peut pas émettre des faux contrats sans avoir les droits, etc., etc. Et pour les codes barres, on s'appuie sur, alors d'une part, une signature en cryptographie asymétrique pour les données vraiment de l'émetteur, vraiment le contrat, etc. Et on a la couche dont je parlais avant de code barre dynamique pour, si on veut éviter tout ce qui est lié aux copies de code barre. Ça consiste à avoir donc un code barre sur le mobile, avec le mobile qui régénère très très régulièrement, c'est-à-dire aussi rapidement que possible, hein, toutes les quelques dizaines de secondes dans l'idéal, le code barre en intégrant des données qui varient à chaque fois. Donc, par exemple, l'euro date du moment où on génère le code barre. Il ne reste valable que pendant une minute, 2 minutes, 3 minutes, ce qui empêche copie d'écran. Enfin, ça n'empêche pas forcément copie d'écran de le passer à quelqu'un d'autre, mais le temps qu'on fasse la copie, qu'on le passe à quelqu'un d'autre, il sera plus valable. On peut intégrer d'autres données comme la géolocalisation de l'endroit où on se trouve avec le mobile, etc., pour limiter justement tout risque comment dire, de copie cette fois du code barre. Merci. Est-ce qu'il y a quelque chose côté service numérique de mobilité? Jean-Baptiste, peut-être? Jean-Baptiste a dû nous quitter, c'est pas impossible. Non, non, je suis là, mais Tu j'ai es pas là. entendu la question, pardon. La question, c'était est-ce que les enjeux de cybersécurité sont pris en compte, toi, dans tes sujets? Alors, les enjeux de cybersécurité sont pris en compte dans tous les projets, mais au niveau de normalisation, en tout cas, normalisation du côté des API, c'est pas possible à prendre en compte dans le cadre de nos travaux. Non. On se situe pas à ce niveau-là, on se situe à un niveau beaucoup plus fonctionnel et pas à un niveau technique, informatique et sécurité. Ok, ouais, ce serait plus en amont. Mm. D'accord, merci, merci pour ta réponse, Tuco. On va conclure là bientôt. On a déjà pris du retard, donc je vais peut-être tout simplement inviter Georges de la DGTM à prendre la parole. Merci Marguerite. Bonjour à toutes et à tous. Je travaille à la DGTM en tant que responsable de la politique de standardisation sur les transports multimodal. Et donc, d'abord, je tiens à remercier à tous les intervenants pour les présentations riches en informations. J'espère que ça a servi à l'écosystème. Et du coup, je voulais juste revenir sur enfin, en quoi consiste notre politique, donc qu'est-ce qu'on fait concrètement. Et je dirais sur la partie normalisation pure et dure, il y a trois volets. Donc, je les ai mis là sur le chat. Le premier, c'est le soutien aux activités qui permettent et favorisent le développement de nos projets. Donc là, il s'agit des projets comme le point d'accès national, Transport Data Gouv et le titre unique avec la plateforme nationale d'interopérabilité qu'on est en train de développer, et aussi le respect des obligations réglementaires, qu'elles soient européennes, comme le règlement MMTIS, ou nationales, comme la loi d'orientation des mobilités.
Donc ça, on le fait avec le soutien de l'UTP et du GART. Donc c'est au niveau de la CN03 qu'on va leur expliquer quels sont nos besoins et du coup on construit une feuille de route pour la normalisation ensemble. Ensuite, du coup, on fait aussi le suivi des activités internationales et le portage à l'international de nos solutions, qu'on va dire, stratégiques. Et donc ça, c'est pour favoriser l'écosystème industriel. Donc on a un savoir-faire qu'on veut garder à la pointe des évolutions technologiques. Donc il faut évidemment se tenir au courant de ce qui se passe à l'étranger et aussi porter nos solutions quand c'est pertinent. Donc ça, on le fait avec Emmanuel, Jean-Philippe et à travers le portage des conventions qu'on a avec des associations qui nous soutiennent dans ces activités. Et enfin, la valorisation, la vulgarisation et l'incitation à l'adoption des normes existantes. Et c'est ce qu'on fait ici même, donc à travers des partenariats comme celui qu'on a avec la Fabrique des mobilités. Donc voilà pour synthétiser très rapidement ce qu'on fait. Ouais, merci beaucoup. Merci beaucoup, c'est utile d'avoir ce rappel. On va conclure ici ce webinaire. Je vais juste vous regarder pour ceux qui ont le temps, juste pour un tout petit sondage qu'on fait en général en fin de webinaire. Donc, une question d'évaluation et puis une question sur qu'est-ce que vous avez appris lors de ce webinaire. Et puis surtout, la troisième question, c'est la plus importante, c'est quelles questions restent en suspens pour vous? Est-ce que vous avez des questions qui demeurent? Parce que si c'est le cas, on s'efforce d'y répondre en asynchrone. Pour ceux qui ont encore un petit peu de temps, je vous laisse répondre. Merci beaucoup. J'en profite pour remercier nos intervenants. Désolé encore pour le retard et désolé également du problème de décalage dans la projection des slides. C'est la première fois, si je ne me trompe pas, qu'on projetait les slides. Donc peut-être qu'on vous refera projeter pour les prochains webinaires. Donc désolé pour ça. Merci beaucoup de votre disponibilité et de l'intérêt de vos présentations. C'était passionnant. Il y a encore des gens qui répondent au petit questionnaire. Donc, je vous laisse un petit peu de temps. Si vous devez nous quitter, vous nous quittez. Merci à tous. Oui, merci beaucoup et n'hésitez pas à partager le webinaire à vos collègues, à votre entourage. Ça sera ravi de faire connaître nos travaux. Exactement. Et comme d'habitude, hein, à la Fabrique des mobilités, on va s'inspirer énormément de ce que vous avez pu nous présenter pour pouvoir faire des pages wiki un peu pédagogiques et qui rassemblent à peu près toutes ces informations. Je n'ai pas encore totalement en tête comment je vais organiser l'information, mais en tout cas, elle restera aussi sur en plus du replay, sur une version plus papier. Et bien sûr, ça va nous permettre aussi de compléter le fameux schéma que Marguerite vous a montré au début. C'est un travail c'est quand même assez complexe. Il y a énormément d'acteurs et de parties prenantes en jeu dans le cadre de la normalisation sur trois échelles différentes, hein, comme on a vu, internationale, européenne et nationale. Donc, ça rend la compréhension de cette complexité des fois un peu compliquée, même pour nous, hein. Pour préparer, on fait pas mal de travail de recherche. Et on s'inspire aussi de ce que vous nous dites. Et au fur et à mesure de cette année, on a pas mal aussi, nous, grandi sur cette compréhension et on essaye de le retranscrire pour le diffuser au plus grand nombre. Et de noter ces questions aussi qui restent en suspens, ça nous permet à nous de se projeter sur ce qu'on peut prévoir pour l'année prochaine, par exemple, dans cet accompagnement de la communauté autour des normes et des standards dans les transports. Voilà. Je pense que les questions sont terminées, donc je vais On Je vais peut, conclure ici ce webinaire. on peut Je vais aussi noter fermer qu'on Ouais. a mis à jour le wiki Open Payment. Peut-être que sur Effectivement, d'autres merci. sujets, ça pourrait se faire aussi. Euh, donc ça enrichit la connaissance globale. Allez voir aussi Wikipédia Open Payment, qui est la référence que je maintiens.
Bah, Oui, merci merci beaucoup, beaucoup pour ça. Pierre. Peut-être que je ferai une page aussi par GT, tout simplement, comme ça, on aura un équivalent. Ça peut être aussi un moyen de s'y retrouver plus facilement. Des fois, les pages commencent à devenir un peu denses quand on parle de tout en même temps. Voilà. Bah, je Eh vais. ben, merci à tous. Très bonne journée à tous. Merci, bonne journée, bonne participation. semaine. Bonne Bonne journée. journée. Au revoir. Merci, au revoir. Au revoir. Merci, au revoir.